Lorsqu'on étudie la cinétique des réactions, on peut regarder l'influence de différents paramètres. Alors, les paramètres qui vont influencer la vitesse d'une réaction vont être la concentration. Plus il y a de produit, plus ça ira vite, et ça correspond à la surface de contact quand c'est un solide. Donc si vous broyez un solide, c'est comme s'il était plus présent vis-à-vis d'une solution. La température va influencer aussi, plus on chauffera, plus ça ira vite, et la présence ou l'absence d'un catalyseur peut modifier aussi la vitesse. Alors quand on veut étudier la vitesse des réactions, il faut se dire que pour qu'une réaction ait lieu, il faut une sorte de petit déclenchement. Donc que ce soit dans le cas d'une réaction endothermique, celle-ci est exothermique, avec de l'énergie qui est libérée, et donc des réactifs qui perdent de l'énergie interne, donc H c'est l'enthalpie, l'énergie interne. Dans le cas d'une réaction exo, où de l'énergie est libérée, ou que ce soit dans le cas d'une réaction endo, où par rapport aux réactifs qui ont une certaine quantité d'énergie interne, les produits en ont davantage, et donc la réaction prend de l'énergie, prise, énergie captée de l'environnement, et donc le milieu refroidit. Et ici, le milieu voit sa température augmenter. Alors, dans ces cas, l'un comme l'autre, en fait, les réactifs vont devoir passer par un état qu'on appelle l'état activé, dont on ne parle pas quand on parle d'une équation. Une équation, on parle des réactifs de départ, des produits d'arrivée, on ne parle pas d'état intermédiaire. Mais pour la cinétique, ça va être important de se dire qu'en fait, les réactifs, avant de réagir, vont devoir se casser pour se reformer. Et donc, on va avoir ici une énergie d'activation. Alors, j'ai exagéré, hein, souvent c'est beaucoup plus petit que ça, qui va permettre en fait de démarrer la réaction. Et donc les réactifs, pour pouvoir réagir, pour pouvoir libérer de l'énergie, on va avoir besoin qu'on leur donne un peu d'énergie. Donc c'est comme quand on craque une allumette, quand il y a une étincelle dans un coup de grisou, des choses comme ça. Et donc, si on prend comme exemple une combustion d'un alcane, l'alcane le plus simple, le méthane, donc une combustion, ça demande toujours de l'oxygène. Dans ce cas-ci, il en faut deux. Mais vous avez les liaisons carbone-hydrogène, je représente ici selon Lewis, qui doivent être cassées, les liaisons oxygène-oxygène aussi. Et donc pendant un moment, les atomes vont être en train de casser, reformer, pour après donner des produits qui sont du CO2 et deux molécules d'eau. Et donc on va avoir de nouvelles liaisons. Donc le carbone va être maintenant lié à de l'oxygène, et les hydrogènes vont être liés à des oxygènes aussi. Et il y en a deux molécules d'eau. Et donc tout ce passage où on casse des liaisons, où on reforme des liaisons, c'est ce qu'on appelle l'état activé. Alors souvent on le représente avec des petits points. Donc ça s'appelle des radicaux libres. On en parle parfois pour les crèmes solaires, enfin pour les crèmes de beauté, tout ça, neutraliser les radicaux libres qui font vieillir la peau, qui attaquent. Et donc ce sont des états où les molécules sont très énergétiques. Enfin, les atomes sont en fait en train de rechercher de nouvelles liaisons. Alors ici, ils existent très très peu, hein, ça passe de l'un à l'autre très très vite. Ok, donc il y a un carbone, 4 hydrogènes et 4 oxygènes, chaque fois avec un petit point. Alors ce n'est pas une représentation de Lewis, là le petit point, l'électron célibataire se mettrait au milieu, c'est plutôt comme une charge, c'est un état activé, on met ça en l'air. Alors cette énergie d'activation, les molécules de réactifs qui sont dans un pot en train de bouger normalement vont devoir avoir suffisamment d'énergie pour démarrer. Donc, parfois il faut donner une petite coup d'étincelle pour démarrer la réaction. Alors ce qui fait que les molécules ont de l'énergie dans un pot, donc ceci c'est l'énergie interne, et quand on parle de l'énergie de mouvement des molécules, donc pas à l'intérieur des liaisons, pas à l'intérieur des molécules, donc l'énergie externe qu'ont les molécules de par leur mouvement, c'est l'énergie cinétique. Donc le K, c'est cinétique. Énergie cinétique. Alors ça va bien avec le chapitre de la cinétique, l'énergie cinétique. Et donc quand on regarde une certaine population de molécules dans un pot, certaines ont une énergie cinétique élevée, certaines ont une énergie cinétique basse, mais la plupart ont une énergie cinétique moyenne, à peu près la même chose pour tout. Donc cette cloche ici représente en fait une certaine aire, une certaine population de molécules, une certaine concentration de molécules, qui ont toute une énergie un petit peu variable autour d'une énergie cinétique moyenne. Ça va ?
C'est une courbe de Gauss, on appelle ça. Donc autour d'une moyenne se répartissent, par exemple, la taille moyenne des élèves de 15 ans. Mais il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus grands, mais la plupart ont la même taille. Donc c'est une population de molécules. Donc ayant des énergies cinétiques variables autour d'une énergie moyenne. Alors, si jamais on commence à changer la concentration, on va augmenter la population. Et donc vous allez avoir non plus une petite cloche, mais une plus grande cloche. Donc si vous augmentez la population à la même température, il va y avoir plus de monde à toutes les vitesses. Et donc vous allez avoir plus de monde. Alors l'énergie d'activation, c'est une certaine énergie que doivent avoir les molécules. Alors imaginons que l'énergie d'activation est située ici. Il faut, je ne sais pas moi, 648 joules pour que la réaction démarre. Et bien dans la première population, vous aviez toutes ces molécules-ci qui avaient l'énergie nécessaire. Donc ce n'est pas beaucoup. Tandis que si vous avez plus de molécules, vous avez un peu plus de monde qui a cette énergie nécessaire. Quand on augmente la concentration, on a davantage de molécules qui savent réagir. Et c'est ça qu'on observe sur un réactif de vitesse, sur un graphique de vitesse. Donc ceci, c'est un graphique qui représente la répartition de la population des molécules autour d'une certaine énergie cinétique. Ici, c'est un autre graphique qui représente le nombre de moles en fonction du temps. Donc ça, c'est vraiment des courbes de vitesse. Et donc quand on regarde au départ, la variation est importante. Donc le delta n en fonction du delta t. Donc si je regarde la pente ici, qui est la vitesse, la vitesse, c'est delta n sur delta t. Elle est très importante ici, donc vitesse élevée, une grande vitesse. Et ici, à la fin de la réaction, la vitesse est plus faible. On a une vitesse plus faible. Et donc, que s'est-il passé entre l'état de départ et ce moment-là? La vitesse est plus petite. Ici, la vitesse est grande. Une vitesse d'apparition des réactifs. Une vitesse d'apparition des produits, une vitesse de disparition des réactifs qui varie. Donc ça disparaît très vite et puis moins vite, et ça apparaît très vite et puis moins vite. C'est à cause de la concentration. Donc au début, vous avez beaucoup de molécules, et après, vous en avez de moins en moins. Et vous atteignez à un moment un état où plus rien ne change. Donc dans les équilibres, ce sera avec une concentration qui reste non nulle des réactifs. Et dans les cas des réactions complètes, c'est le même principe. Ça accélère très vite et puis ça ralentit au niveau du zéro dans ce cas-là. Donc on n'est pas en train ici d'étudier des réactions plus ou moins qui vont plus ou moins loin, mais des réactions qui vont plus ou moins vite. Ok. Et donc plus on a de molécules, plus elles vont pouvoir réagir. Donc au départ, ça ira plus vite. Et donc si on regarde ici maintenant l'énergie d'activation dans les réactions endothermiques, c'est aussi, l'état activé va être aussi un état plus énergétique encore que les produits. Et donc pour y arriver, il va falloir aussi une certaine énergie d'activation plus élevée que le delta H. Dans ce cas-ci, ici c'est plutôt petit. Donc le delta H, la variation d'enthalpie, en regardant l'équation entre les réactifs et les produits pour les réactions endothermiques, il est positif, et l'énergie d'activation est là. Et le delta H pour les réactions exothermique, il était négatif. Les réactifs perdaient de l'énergie interne. Ici, ils en gagnent. Alors, l'énergie d'activation, ici, elle est très grande, mais on peut imaginer qu'elle est aussi valable là. Donc, que ce soit une réaction endo- ou exothermique, le fait d'avoir plus de molécules, ça va plus vite. Alors, on va passer à l'influence de la température. Il faut vraiment se rappeler que la température, c'est l'agitation des molécules. Donc, plus vous avez de température élevée, plus vous avez d'agitation. Et donc, vous allez avoir plus d'énergie cinétique. Et donc, si on a par exemple à 10 degrés cette courbe-ci et que vous commencez à chauffer, et donc l'énergie d'activation, elle était toujours ici. Et donc, si à 10 degrés, vous avez cette quantité-ci de molécules qui savent réagir, j'ai oublié de légender, donc tout ce qui est hachuré, colorié en n'importe quelle couleur, c'est toujours la proportion de molécules. Attention aux dyslexiques, population, c'est tout le monde, proportion, c'est une petite partie. Proportion de molécules qui ont
une énergie cinétique supérieure à l'énergie d'activation. Donc ce que je colorie, c'est ce qu'il y a sous la courbe, au-dessus de l'énergie d'activation. Et donc ils peuvent réagir. Donc ils savent arriver au-dessus de la marche et puis retomber. Alors ceux qui en ont beaucoup plus, c'est pas grave, ils vont quand même pouvoir atteindre l'état activé et redescendre. Atteindre l'état activé et redescendre. Et donc à 10 degrés, on a une petite proportion de molécules qui ont une énergie cinétique supérieure à l'énergie d'activation. Et que va-t-il se passer quand on va chauffer? On va passer au rouge pour la chaleur. En fait, toutes les molécules vont gagner plus d'énergie. Donc on va avoir un déplacement de l'énergie cinétique moyenne. Et la courbe s'aplatit parce qu'il y a une plus grande répartition des énergies. Donc ça doit être symétrique, hein. Je n'ai pas très bien fait ça. Donc imaginons qu'à 25 degrés, on soit avec ce genre de population. Donc les molécules ont toutes gagné un petit peu d'énergie cinétique et donc toute la population s'est déplacée. Mais maintenant, nous avons beaucoup plus de monde qui peut réagir. Donc c'est toute cette proportion-ci qui a une énergie cinétique supérieure à l'énergie d'activation. Et donc quand on va chauffer, on va voir que la réaction va aller plus vite à toutes les concentrations. Donc on va atteindre l'état d'équilibre plus vite. Oula, c'est pas très joli ça. On va atteindre plus rapidement le même état. Alors pour la température, on va peut-être changer un peu l'équilibre, certainement même, puisque la température est un paramètre qui embête les équilibres, mais ça c'est un autre chapitre. Et donc je mets ici juste l'accélération, bien que pour les équilibres, on atteint un autre état d'équilibre avec la température. Donc la vitesse augmente, l'énergie d'activation est la même, c'est l'énergie cinétique qui augmente pour toutes les molécules. D'accord. Alors pour le catalyseur, c'est quoi un catalyseur? Donc un catalyseur, ça peut être une protéine, un enzyme. Ça peut être un métal. Dans les pots catalytiques des voitures, c'est un métal qui va aider au niveau des électrons. Donc il va être plutôt donneur d'électrons. Donc il fournit des électrons. L'enzyme, il va fournir un environnement agréable. Donc si la réaction a besoin d'eau, elle va placer des molécules d'eau dans le petit site actif. Si elle n'en a pas besoin, elle va essayer que ce soit plutôt un milieu hydrophobe. Si la réaction demande que les molécules soient placées d'une certaine façon, l'enzyme est capable d'attirer les molécules d'une certaine façon. Donc ça stabilise un petit peu l'état activé en fait. Donc le catalyseur, il stabilise l'état activé. Et donc dans ce cas-là, si vous avez un état activé plus stable, pour le catalyseur, vous allez avoir toujours un peu plus haut que les produits. Donc avec catalyseur, vous avez un état d'activé plus stable. Avec catalyseur. Et donc si vous avez un état activé plus stable, les réactifs intermédiaires un peu énergétiques qui sont stabilisés, vous avez une énergie d'activation plus petite. Donc là, le catalyseur, il diminue l'énergie d'activation. Alors, pas besoin de changer l'énergie cinétique, et vous allez atteindre, donc la vitesse va augmenter comme ça, et vous allez atteindre le même équilibre ici. Donc, on a le même rendement, mais on l'atteint plus vite. Donc, il ne change pas la variation d'enthalpie, il ne change pas le rendement final, il change uniquement l'énergie d'activation et donc la vitesse. Et donc ici, les molécules, on ne va pas changer la population, la présence du catalyseur va juste déplacer l'énergie d'activation. Donc l'énergie d'activation va être plus basse, on va vraiment prendre un très bon catalyseur, on va passer jusqu'ici. Et donc une grande partie de la population va pouvoir réagir, alors qu'avant, avec l'énergie d'activation sans catalyseur, on n'avait que très peu de molécules qui savaient réagir, et avec catalyseur, on a beaucoup plus de molécules qui savent réagir. Voilà, donc pour pouvoir influencer la vitesse d'une réaction, ces trois paramètres, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est les plus évidents. Donc la concentration, on augmente la population et donc on a plus de monde qui savent réagir. Augmenter la température, la population se déplace vers plus d'énergie cinétique. Donc plus de monde peuvent réagir aussi. Et le catalyseur, on stabilise l'état activé, on met dans de bonnes conditions les réactifs et donc l'énergie d'activation diminue. Donc de nouveau, on a plus de monde capable de réagir. Donc être capable de réagir,
c'est avoir une énergie cinétique supérieure à l'énergie d'activation.